Novembre 1943. Le ciel au-dessus de Rabaul ressemblait à un second soleil. Un millier d'explosions se reflétaient sur le port alors que la forteresse des mers du sud du Japon s'est consumée dans une fournaise infernale. En quelques heures, des centaines d'avions furent détruits et plus de 100 000 hommes se retrouvèrent piégés. La plus grande forteresse de l'Empire était devenue son tombeau. Ce qui se passa n'était pas qu'une défaite militaire, mais l'orgueil puni par la physique. Ce soir, nous découvrons comment l'arrogance, et non les bombes, a détruit la forteresse invincible du Japon. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour plus de tournants oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Janvier 1942. La fumée de Pearl Harbor flottait encore sur le Pacifique lorsque le Japon s'empara d'une petite île volcanique nommée Rabaul. Pour le haut commandement impérial, ce n'était pas une simple conquête. C'était la fondation d'un rêve. Ils imaginaient un bastion austral si vaste et si imprenable qu'aucun ennemi ne pourrait jamais le percer. En quelques mois, l'île fut transformée d'un avant-poste tropical en la position la plus fortifiée du Pacifique. Les crêtes volcaniques furent creusées de bunkers et de tunnels pouvant abriter des chars, des hôpitaux et des munitions pendant des mois. 6 vastes aérodromes fendaient la jungle comme des veines d'acier. De vastes pistes en béton s'étiraient à travers ce qui furent jadis de calmes villages côtiers. Chaque montagne fut une forteresse, chaque port un tremplin d'expansion. Plus de 100 000 hommes affluèrent sur l'île. Ingénieurs, pilotes, équipage naval et soldats de la 8e armée régionale sous les ordres du général Hitoshi Imamura et de la 11e flotte aérienne sous l'amiral Jinichi Kusaka. Les deux commandants, croyant fermement à la mission divine du Japon, firent de Rabaul un symbole de la puissance impériale. Le port se remplit de croiseurs, de destroyers et de sous-marins. Des convois arrivaient jour et nuit, débarquant du carburant, de l'artillerie, des avions et des vivres venus de tout l'Empire. Pour les officiers en visite, cela ressemblait au cœur industriel de Tokyo, transplanté dans la jungle. Les habitants observaient en silence des collines entières disparaître sous les foreuses et les explosions des ingénieurs japonais. Des tunnels s'étendaient sur des kilomètres, reliant postes de commandement, hôpitaux et dépôts de stockage profondément sous terre. Des canons anti-aériens couronnaient chaque crête, et même la nature semblait soumise au poids de l'ambition. Vu du ciel, Rabaul scintillait comme une fleur d'acier s'élevant du Pacifique, impénétrable, irrésistible, éternelle. L'Empire l'avait baptisée la forteresse des mers du Sud. Pour le haut commandement japonais, elle représentait la sécurité. Pour les Américains qui étudiaient de loin les photos de reconnaissance, elle représentait une opportunité. Car en fortifiant si lourdement Rabaul, le Japon avait fait quelque chose dont il ne se remettrait jamais. Il avait concentré toute sa puissance en un seul endroit. À la mi-1942, Rabaul était devenu le cœur battant de l'Empire austral du Japon, une forteresse qui projetait sa puissance sur des milliers de kilomètres d'océan. Depuis ses 6 aérodromes, des chasseurs Zéro et des bombardiers Betty opéraient quotidiennement, attaquant les convois alliés, coulant les navires de ravitaillement et harcelant les avant-postes de la Nouvelle-Guinée aux Salomon. Les Japonais l'appelaient le bouclier du Sud. Du point de vue de Tokyo, c'était la preuve que leur empire était éternel, un symbole éclatant que l'armée et la marine impériale pouvaient défendre tout ce qu'elles conquéraient. Les pilotes s'entraînaient sous des bannières proclamant « La forteresse ne tombera pas ». Rabaul était le centre névralgique des opérations s'étendant de Bornéo à la mer de Corail. Le général Imamura et l'amiral Kusaka travaillaient côte à côte, convaincus d'avoir bâti l'intouchable. Pour eux, la géographie était une arme. Le port naturel de Rabaul, blotti entre des crêtes escarpées et des sommets volcaniques, engendrait une illusion de sécurité absolue. Les bunkers en béton protégeaient les postes de commandement des raids aériens. Des batteries anti-aériennes couvraient chaque colline. Chaque canon déplaçable au sud fut déplacé ici. Tous les bombardiers à portée considéraient Rabaul comme leur base.
C'était une cité de guerre, vivante jour et nuit au son des moteurs, des perceuses et des bottes qui marchent. Mais alors même que la puissance de Rabaul atteignait son apogée, des fissures commençaient déjà à apparaître. Les Américains apprenaient à se battre différemment. Plutôt que d'attaquer directement les îles fortifiées, ils ont entrepris de les isoler, les affamant en les privant de ravitaillement, de carburant et de renforts. De nouveaux bombardiers à long rayon d'action cartographiaient les défenses de Rabaul depuis l'horizon, et chaque navire entrant dans le port était silencieusement enregistré par les sous-marins américains. La forteresse de l'Empire était sous une surveillance insoupçonnée. Les commandants de Rabaul n'ont pas vu le changement dû à leur orgueil. Chaque nouveau canon anti-aérien qu'ils installaient, chaque bunker qu'ils construisaient, les confortait dans le mythe de l'invincibilité. Pour les Américains, cette forteresse n'était pas une menace, mais un appât. Le Japon avait rassemblé tout ce qu'il avait de plus précieux en une seule cible parfaite. À l'automne 1943, le cours de la guerre avait déjà commencé à tourner contre le Japon. Mais dans les tunnels de commandement de Rabaul, la réalité était encore un concept étranger. Les rapports de Nouvelle-Guinée signalaient des avancées alliées. Pourtant, Imamura et Kusaka refusaient de croire les Américains capables d'atteindre leur forteresse. Leur réponse, se concentrer, pas se disperser. Ils ordonnèrent à tous les avions disponibles dans la région de se rendre à Rabaul. Plus de 500 avions, des agiles chasseurs Zéro aux lourds bombardiers Betty et aux bombardiers en Piquet-Val. Ils les alignèrent, ailes contre ailes, piste après piste, érigeant ainsi ce qu'ils croyaient être une muraille aérienne invincible. L'idée était simple, écraser toute invasion américaine avant même qu'elle ne commence. Avec une force aérienne si écrasante en un seul lieu, les Japonais croyaient qu'aucune flotte ne pourrait s'approcher à moins de 100 000 de Rabaul sans être anéantie. Les officiers trinquaient à la prévoyance de l'Empire. Les pilotes parlaient de mourir avec gloire, sous le drapeau de l'empereur. Sur le papier, c'était une idée brillante. En réalité, ce fut un suicide. La forte concentration d'avions transforma les aérodromes en poudrières. Une seule étincelle, une seule bombe, une seule rafale de mitrailleuses pouvaient enflammer des centaines d'appareils à la fois. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, les officiers du renseignement allié examinaient des photographies aériennes révélant chaque détail des défenses de Rabaul. De longues rangées d'avions à peine camouflés, des dépôts de carburant à ciel ouvert, des navires de charge serrés les uns contre les autres dans le port. Chaque erreur était visible du ciel. Les stratèges américains n'avaient pas à deviner ou frapper. Les Japonais leur avaient pratiquement dessiné une carte. Pourtant, Imamura ignorait les avertissements de ses subordonnés craignant un raid aérien. Les Américains, disait-il, n'atteindront pas Rabaul 100%. Leur portée est trop courte. Erreur fatale. La technologie avait déjà dépassé sa compréhension de la guerre. Les nouveaux F-6F L4 et TBF Avenger américains, décollant de porte-avions lointains, pouvaient parcourir plus de 1000 km, plus loin, plus vite et plus lourdement armés que tout ce à quoi le Japon s'était préparé. Ce qu'Imamura voyait comme une sécurité, les Américains le voyaient comme l'occasion parfaite. Rabaul n'était plus seulement une forteresse, c'était un brasier en attente. Fin octobre 1943, Rabaul était invincible sur papier. 6 aérodromes, des centaines d'avions et l'un des ports les plus lourdement armés du Pacifique. Mais en vérité, cette forteresse était aveugle. Ses systèmes d'alerte précoce, les radars primitifs de type 2 Mark I, étaient des reliques, à courte portée, peu fiables et inutiles dans les violentes tempêtes tropicales qui balayaient l'île presque quotidiennement. Les écrans radars scintillaient de parasites plus souvent qu'ils ne montraient de mouvements ennemis. Et quand ils détectaient des avions en approche, l'alerte était souvent trop tardive pour les pilotes. La base aérienne la plus puissante du Japon volait à l'aveugle, la vue humaine étant son seul recours face à la reconnaissance américaine. Pire encore, l'armée et la marine impériale refusaient de coopérer.
Le commandement de l'armée d'Imamura opérait sur une fréquence, l'état-major naval de Kusaka sur une autre. Il n'y avait pas de réseau partagé, pas de centre de coordination commun et pas de structure de commandement unifiée. C'était comme si deux guerres distinctes étaient menées depuis la même île chacune avec ses propres priorités, chacune gardant ses informations. Quand des B-24 ou des Catalina américains apparaissaient à l'horizon, les deux commandements donnaient des ordres contradictoires. Les pilotes décollaient sans ordre, gaspillant du carburant à poursuivre des ombres dans les nuages. Les Américains, par contre, avaient perfectionné l'art de la guerre de l'information. Des Catalina et des bombardiers Liberator patrouillaient chaque jour le ciel de Rabaul, photographiant quais, pistes et réservoirs. Des sous-marins au large enregistraient les mouvements des navires, les transmettant aux porte-avions alliés, loin à des centaines de kilomètres. Même depuis les airs, ils voyaient la vanité du Japon. Des escadrons entiers de chasseurs zéro étaient alignés, des fûts de carburant empilés à leurs côtés et les canons anti-aériens étaient sans surveillance durant les heures diurnes. Au sein de leur bunker, Imamura et Kusaka persistaient à croire au mythe de l'invincibilité. Mais des porte-avions de l'amiral Halsey aux aérodromes du général Kenney dans les Salomon, une phrase circulait parmi les pilotes alliés. « Rabaul ne nous voit pas venir ». Cette vérité allait déclencher une des attaques aériennes les plus dévastatrices de la guerre du Pacifique. La forteresse, qui se croyait omnisciente, était sur le point d'être frappée par un ennemi qu'elle n'avait même jamais aperçu. À l'aube du 2 novembre 1943, le calme qui régnait sur Rabaul fut brisé. 5 porte-avions américains, l'Essex, le Bunker Hill, le Saratoga, le Princeton et l'Independence, catapultèrent 349 appareils dans l'air moite du Pacifique. Ils progressaient bas, compacts et sans bruit, se dirigeant vers un ennemi qui les pensait encore lointain. Les radars japonais ne captaient que des parasites. Quand l'alarme sonna, la première vague d'Avengers et Hellcats perçait déjà les nuages. Au sol, pilotes et mécaniciens s'affairaient, les canons anti-aériens rugissaient trop tard. Les premières bombes frappèrent l'aérodrome principal tel le tonnerre. Les réservoirs explosèrent, envoyant des boules de feu à des centaines de mètres. Les hangars disparurent dans un flash aveuglant. Les pilotes qui couraient vers leurs appareils furent projetés à terre par les ondes de choc déferlant sur les pistes. Les avions, garés ailes contre ailes, s'enflammèrent en une réaction en chaîne. Un zéro en flamme déclenchait le suivant, puis encore le suivant, transformant l'ensemble du champ en un véritable ouragan de feu et de métal tordu. En quelques minutes, une odeur de carburant brûlé et de chair calcinée envahit l'île. Les pilotes japonais qui parvinrent à décoller se retrouvèrent plongés dans le chaos. Les Américains étaient partout. Les F-6F Hellcat fendèrent le ciel en formation serrée. Les TBF Avenger larguaient leurs bombes avec une précision terrifiante. La contre-attaque japonaise s'effondra avant même d'avoir commencé. Des zéros luttèrent, s'engageant dans des combats aériens qu'ils ne pouvaient gagner. Les nouveaux avions américains pouvaient plonger plus vite, grimper plus abruptement et encaisser des coups qui auraient pulvérisé un zéro. En contrebas, l'amiral Kusaka observait, depuis son poste de commandement, la fumée noire s'élevant du port. Les navires brûlaient à l'ancre. La fière flotte scintilla dans la lueur orangée de la destruction. Après seulement 90 minutes, le raid était fini. Plus d'une centaine d'avions japonais avaient disparu, détruits ou immobilisés avant même d'avoir quitté le sol. Cette nuit-là, Imamura rassembla ses officiers et insista sur le fait que les dégâts étaient temporaires, mais la vérité était indéniable. Les défenses de Rabaul étaient brisées. Les Américains avaient prouvé qu'ils pouvaient frapper la forteresse à volonté et ils ne faisaient que commencer. Les bombes avaient cessé de tomber, mais Rabaul mourait déjà de l'intérieur. Les Américains n'avaient pas à le détruire en une nuit. Il leur suffisait de l'étouffer. Dès novembre 1943, des sous-marins américains rôdaient à chaque approche de l'île,
coulant les navires marchands et les convois de carburant avant qu'ils ne puissent atteindre le port. Les quais autrefois animés où les ingénieurs déchargeaient nourriture, munitions et pétrole étaient maintenant vides. Les barils de ravitaillement rouillaient sous la pluie. Les rats rongeaient le peu de riz qui restait, et des hommes qui avaient autrefois servi fièrement sous le soleil levant comptaient désormais les grains par poignées. Sans carburant, les avions ne pouvaient pas voler. Sans pièces de rechange, les moteurs rouillaient en silence. Les mécaniciens commencèrent à démanteler les avions détruits simplement pour en maintenir quelques-uns opérationnels, récupérant boulons, hélices et tôles sur les squelettes calcinés des chasseurs zéro. Les pilotes s'endormaient à côté de leurs avions cloués au sol, leurs visages marqués par le paludisme et la faim. Chaque sortie signifiait un avion de moins qui ne reviendrait jamais. La jungle elle-même se retourna contre eux. Les pluies torrentielles inondèrent tunnels, soutes à munitions et caches de nourriture. Les moustiques pullulaient tant que les soldats couvraient leur bouche pour respirer. Le paludisme se propagea de manière incontrôlable, suivi par la dysenterie et des ulcères tropicaux qui dévoraient la chair jusqu'à l'os. Les fournitures médicales manquèrent, seul l'espoir subsistait. De nombreux soldats commencèrent à mourir silencieusement dans leurs couchettes, sans sépulture, leur nom jamais enregistré. Le général Imamura lança des appels désespérés à Tokyo, implorant renfort et ravitaillement. Aucun ne vint. La marine japonaise était à bout de force, et chaque navire envoyé à Rabaul risquait la destruction par les bombardiers alliés qui attendaient au-delà de l'horizon. La forteresse impériale, fierté du Pacifique, était devenue une prison. Pendant ce temps, les Américains gagnaient en force chaque jour. De nouveaux avions arrivaient chaque semaine à Bougainville et aux Salomon, leurs équipages nourris, reposés et prêts. Chaque raid devenait plus important, plus précis, plus confiant. Rabaul, privé de force et aveuglé par l'arrogance, ne pouvait qu'attendre la prochaine attaque. La forteresse qui promettait autrefois la victoire vivait maintenant sur du temps emprunté. 5 novembre 1943. La matinée commença dans un silence lourd, anormal, presque sacré. Puis vint le bourdonnement, faible au début, comme la vibration d'un tonnerre lointain. Il s'intensifia, jusqu'à faire trembler l'air. De l'horizon, les porte-avions américains. Saratoga et Princeton firent décoller plus de 200 aéronefs. Les nuages au-dessus de Rabaul se fendirent quand Hellcats, Avengers et bombardiers Dauntless arrivèrent en parfaite formation. Le soleil scintillait sur leurs ailes, transformant le ciel en un mur d'acier et de feu. Les sirènes hurlèrent trop tard. Les équipes au sol coururent s'abriter, leurs cris d'alerte noyés par le hurlement des moteurs. Les premières bombes frappèrent l'aérodrome principal, puis les réservoirs de carburant, puis les hangars. Chaque explosion déchira les aérodromes avec une précision impitoyable. Les flammes déferlaient au sol telles des créatures vivantes. Les zéros alignés, ailes contre ailes, devinrent des torches. Les pilotes qui tentaient de décoller étaient pulvérisés avant même que leurs roues ne quittent le sol. Au-dessus, les combats aériens furent brefs et brutaux. Les pilotes japonais, certains à moitié affamés et épuisés, lancèrent leurs appareils dans la tempête avec la même bravoure qui avait autrefois terrifié le Pacifique, mais ils furent surpassés. Le F-6F Hellcat virait plus court, piquait plus vite et pouvait absorber des impacts qui auraient réduit un zéro en miettes. Il brûle. Toute la base brûle, lança un pilote américain à la radio, des balles traçantes zébrant les nuages. En contrebas, le port devint l'enfer. Des bombes s'abattirent sur les croiseurs lourds Atago, Maya et Takao, chacun un pilier de la fierté navale du Japon. Des flammes de centaines de mètres jaillirent, des explosions secondaires déchirant les soutes à munitions. L'eau bouillonnait d'huile et de débris. Un marin japonais écrivit plus tard « L'air sentait le fer brûler et le sang. L'île elle-même semblait hurler. À midi, la forteresse était méconnaissable. Des navires gîtaient dans les eaux peu profondes. Des avions gisaient en morceaux, tels des ailes brisées. Le ciel de Rabaul rougeoyait de feu et de fumée, lueur funèbre d'un empire.
La forteresse des mers du Sud n'était pas tombée face à une invasion, mais face au ciel lui-même. 6 jours plus tard, le cauchemar de Rabaul recommença. À l'aube du 11 novembre 1943, l'horizon se remplit de points, des centaines d'entre eux, grandissant à chaque seconde. Cette fois, les Américains sont venus avec tout ce qu'ils avaient. Les porte-avions Essex, Bunker Hill, Independence et Yorktown ont déchaîné plus de 500 avions, une tempête d'acier et de vengeance balayant la forteresse mutilée. Les défenseurs ont à peine bougé. Les écrans radars étaient morts, les lignes de communication coupées et la moitié des pilotes survivants trop faibles pour voler. Les canons anti-aériens tiraient sporadiquement, mais la plupart n'avaient plus d'obus à charger. La première vague frappa comme le poing de Dieu. Les bombes pleuvaient sur chaque aérodrome, piste et bunker. Les entrepôts ont explosé les uns après les autres, transformant le port en une chaîne de volcans en éruption. Des colonnes de flammes jaillissaient à des milliers de pieds dans le ciel, visibles depuis des navires à plus de 60 miles. Les réservoirs de stockage de pétrole ont éclaté, déversant le feu sur la mer. Le sol tremblait. Le soleil disparut sous un voile de fumée noire et de cendres. Un mécanicien solitaire essayant d'atteindre son avion fut projeté au sol par une explosion. Quand il se releva, l'avion avait disparu, remplacé par un cratère fumant. Les pilotes piégés dans les abris souterrains sentirent l'oxygène se consumer alors que le feu aspirait l'air de leurs poumons. Dans son bunker, l'amiral Kusaka écoutait les derniers messages sur des radios mourantes. Piste détruite, carburant épuisé, communication coupée. Et puis, le silence. À la fin de l'attaque, Rabaul était une fournaise. Des navires mutilés gisaient au port Simpson, flammes léchant leurs coques. Les grands aérodromes n'étaient plus que des terres brûlées. Plus de 100 avions japonais avaient disparu. Les Américains en perdirent moins de 20. Cette nuit-là, les marins à bord des destroyers américains. À des kilomètres au large, on regardait pendant des heures l'horizon rougeoyé. L'un d'eux a décrit la scène comme un volcan de métal. Rabaul, la soi-disant forteresse invincible, était devenue un bûcher, sa fierté réduite en cendres. La forteresse du Japon n'était plus. Il ne restait plus que la fumée, le silence et l'odeur persistante de la défaite à travers le Pacifique. Quand la fumée s'est enfin dissipée, Rabaul n'était plus une forteresse, c'était un tombeau. Les aérodromes étaient des terrains vagues et cratérisés, le port étouffé par les carcasses tordues des fiers navires. Les feux couvaient pendant des jours, peignant le ciel nocturne en rouge sang. Pour les 100 000 soldats japonais toujours piégés là-bas, la guerre au dehors avait continué son cours. Il n'y aurait aucun sauvetage, aucun ravitaillement, ni aucune chance d'évasion. L'amiral Kusaka donna l'ordre aux navires restants de fuir vers Truk, abandonnant la garnison à la famine et à la maladie. La forteresse des mers du Sud, jadis proclamée imprenable, fut condamnée par son arrogance. La vie au sein de ses ruines se transforma en une lente agonie. La nourriture faisait défaut. Le paludisme et la dysenterie se propageaient sans répit. Les soldats fouillaient la jungle pour des racines et des insectes, inscrivant leurs repas dans du bambou afin de se rappeler ce qu'ils avaient mangé. Certains écrivirent des lettres à leurs familles, qui ne furent jamais livrées. Un pilote ayant survécu au bombardement a griffonné une ligne obsédante dans son journal « Nous ne sommes pas morts des bombes américaines. Nous sommes morts de l'orgueil japonais. » Début 1944, la redoutable 11e flotte aérienne s'était éteinte dans le silence. Ces avions, éventrés et rouillant sur les pistes, voyaient leur peau d'aluminium s'écailler sous le soleil tropical. Ces hommes, ayant juré de défendre l'île à la mort, ne gardaient que des fantômes. Quand les troupes australiennes entrèrent à Rabaul en 1945, elles trouvèrent des milliers de soldats encore à leur poste, maigres, malades, mais obéissants, attendant des ordres qui ne viendraient jamais. Aujourd'hui, la jungle a englouti la plupart des vestiges. Des lianes rampent dans les tunnels où les officiers criaient des ordres.
Des chasseurs zéro gisent à moitié enfouis sous la mousse, leurs ailes tordues comme des ossements. Sur un des murs du bunker encore debout, un message est resté gravé dans le béton par une main inconnue. Nous avons eu une confiance excessive. L'histoire retient Rabaul comme la plus formidable forteresse du Japon, mais son legs est quelque chose de plus obscur, un monument à la vanité, à l'aveuglement du commandement et à ce qui se produit lorsque l'orgueil prévaut sur la sagesse. Toutes les forteresses ne succombent pas aux tirs ennemis. Certaines s'effondrent de l'intérieur. Rabaul a connu les deux, brûlé par le ciel, vidé de l'intérieur, le jour où la croyance a survécu à la réalité.